Jambo, Jambo sana. Avali, Nzuri. j'imagine que vous êtes fatigué. Ah, Bon, tout va bien. merci. Nzuri. Mm. Cet entretien, c'est plutôt une synthèse pour voir quels ont été dans le projet de Maison des Coups, le point fort ou les bonnes pratiques que vous avez mises en place ou que vous avez aperçues au long de cette période qui est en cours, voilà. Et on commencera par cette première partie. Après, si vous voulez aller directement dans les aspects qui ne sont pas du tout, voilà, que vous pourriez améliorer à partir de vos expériences. Et celui-ci est très relié au troisième point, qui est ses besoins ou ses absences. À partir de ces absences, les choses, soit économiques, que matérielles, que humaines, dont vous aurez besoin pour les résoudre. Quand vous voulez, madame. Oui, merci. Nous allons commencer par le positif. Par rapport au positif, dans le projet, les victimes sont venues vers nous. Les victimes sont venues exposer leurs problèmes. Elles ont eu confiance à nous. Et vraiment, ça nous a aidé à bien les accompagner et aussi à leur faire comprendre quel est notre idéal et ce que nous voulons avec notre partenaire. Parce qu'ensemble, nous sommes dans la lutte. Ainsi, grâce à leur arrivée, nous avons pu partager les informations par rapport à la prise en charge juridique et judiciaire. Et aussi, nous avons un personnel qui a pu répondre aux indicateurs du projet, à ce que nous attendons. Entre autres, les avocats qui ont été présents et aussi les parajuristes qui se sont disponibilisés et les APS qui ont été aussi permanents dans les maisons d'écoute et les maisons d'écoute ont été opérationnelles. Et aussi, par rapport à tout ça, bien sûr que nous avons d'autres antennes que nous entretenons. Il y a toujours des acteurs qui sont disponibles. Bon, bien sûr, nous avons notre antenne par exemple à Beni, bien qu'il y a l'insécurité qui menace la contrée, mais ces acteurs sont toujours courageux et permanents à fournir des données et aussi à apporter un accompagnement juridique et judiciaire aux différentes victimes qui se présentent dans notre antenne de Beni. Et ce que nous pouvons encore ajouter, bien sûr, nous avons eu des entretiens avec les autorités pour leur informer de notre projet et ils ont été disponibles à nous accompagner. Et aussi, là où nous avons frappé les portes pour un soutien, nous l'avons obtenu surtout dans l'accompagnement, échange, lorsqu'il est faut. Et aussi avec les projets, nous avons eu à faire passer nos messages sur différentes chaînes. Bon, malheureusement, nous avons seulement une chaîne avec laquelle nous partageons les informations pour la diffusion du message sur le droit de la femme et de l'enfant. C'est seulement la chaîne, une seule chaîne que nous avons. Et aussi, des positifs, il y a aussi des hommes qui ont accepté d'accompagner les femmes victimes des différentes violations. C'est que le message est passé. Le message est passé dans la communauté. Voilà, nous devons toujours chercher à accompagner les femmes pour que leurs droits soient effectifs. C'est ce que nous pouvons partager comme positif. Et le positif aussi, nous ne manquerons pas d'ajouter que voilà, il y a autant de dossiers où les victimes ont accepté l'accompagnement judiciaire parce que beaucoup de victimes sont celles qui craignent aller devant les instances. Elles disent, ah, devant la justice, qu'est-ce que j'irai dire? Est-ce que je serai à mesure? Et heureusement qu'il y a un accompagnement, un expert qui les accompagne toujours auprès de ces instances judiciaires. Donc, les femmes ont accepté. Nous avons eu aussi des outils que nous avons utilisés.
nous avons produit des affiches. Nous avons aussi élaboré les différents outils pour les entretiens, entre autres la fiche des consultations. Nous avons aussi eu à recourir à d'autres outils qui ont été conçus au niveau national, entre autres la fiche de consentement, la fiche d'accompagnement juridique et judiciaire et aussi la fiche d'information générale. Donc lorsque la victime entre, réellement c'est d'abord l'entretien. C'est l'entretien qui renferme et qui permet directement d'entrer en contact avec la victime. Et si lorsque nous remplissons la fiche d'information et la fiche de consultation, là directement c'est le travail qui commence. Et avec la fiche de consentement, la victime nous donne directement son vœu ou bien sa volonté de nous voir toujours, si nous, je peux le dire, nous ingérer dans son problème pour qu'elle soit rétablie ou qu'elle soit stable lorsque elle a été agressée dans sa personne. Vraiment, ça a été pour nous des positifs parce que les partenaires n'ont pas cessé de nous accompagner dans la conception de ces fiches et aussi dans l'utilisation d'autres outils. Et ce que je peux encore ajouter, c'est la confiance et la notoriété que nous avons acquis dans la communauté. Il y a les membres de la communauté qui ont placé leur confiance en nous parce qu'ils savent ce que nous faisons. Vraiment, ça continue à être, ils nous croient toujours et nous sommes toujours à leur côté lorsque ils présentent leurs problèmes. Vous aviez des choses qui peuvent être améliorées ou que vous avez perçues. D'abord, ce qui a été difficulté, nous l'avions présenté lorsque nous parlions de la FJDF, l'état de siège là. Parce qu'au cours de l'exécution du projet, il y a l'état de siège qui a été décrété. Bon, heureusement, on commence à s'adapter. Espérons que ça va aller. Et comme on est en train de décréter le tribunal propre pour la zone d'intervention, pour surtout la ville de Butembo, nous disons que ça, c'est un grand pas. Et aussi, comme difficulté, c'est par rapport au contexte même du milieu. Nous avons par exemple la situation là des QG, ou des maisons de tolérance, là où il y a plus de cas de proxénétisme. Il y a d'ailleurs un cas qui nous a, qui continue à être traité et qui est vraiment marquant. Il y a une victime qui a été exploitée dans une maison de tolérance et présentement la victime est internée dans un centre psychiatrique. Alors, son état ne permet pas à ce qu'elle puisse s'entretenir avec les officiers de police judiciaire pour avoir la synthèse ou bien les récits des faits qui lui sont arrivés. Vraiment, ça, c'est quelque chose qui continue à freiner le rétablissement de cette victime. Alors, nous sommes en train d'étudier pour voir comment est-ce que nous pouvons continuer à la soutenir afin qu'elle soit rétablie dans ses droits. Et aussi, nous avons la difficulté, c'est en rapport avec la situation de la communauté. Surtout, nous avons nombreuses femmes qui ne sont pas parties à l'école des analphabètes. Pour faire passer le message ou pour qu'elles comprennent réellement, il nous faut beaucoup de temps, beaucoup d'explications. Il faut aussi des techniques pour leur faire comprendre et faire passer le message. Ça aussi, c'est un problème. Et comme nous l'avions indiqué, nous avons des cas qui nécessitent des médiations. Maintenant, ça complique à quel niveau? Une femme qui viendra, par exemple, accuser son mari. Ils vivent dans une même maison. La femme se réveille auprès de son mari et le matin, elle dit, bon, je vais aller à la femme juriste pour que mon problème soit résolu. C'est toujours difficile. Arrivé à la femme juriste, est-ce que nous pouvons envoyer une invitation à ton mari pour que nous puissions lui parler du droit? La femme te dira, ah, mais là, je vais retourner où? Est-ce que vraiment j'aurai une place encore auprès de mon mari? C'est vraiment aussi un problème que nous avons
lorsque nous accueillons des victimes pareilles, et aussi des enfants. Un enfant qui est en conflit avec ses parents, où est-ce que l'enfant va retourner? Et pourtant, c'est sur ce domicile où encore se retrouvent les auteurs de ce qui lui est arrivé. Et aussi, comme difficulté, c'est lorsque nous sommes dans l'accompagnement des enfants. Les enfants, pour être accompagnés aux instances judiciaires, ils doivent nécessairement être accompagnés par leurs parents ou être représentés. Bien sûr, à défaut des parents, il faut aussi des assistants psychosociaux qui sont des agents de l'État. Et pourtant, dans notre zone d'intervention, il n'y a pas des assistants psychosociaux. Bien sûr, ils sont engagés de l'État, mais voilà qu'il y a carence de ces assistants sociaux. Et ça nous cause un peu de difficultés lorsque nous accompagnons les cas des enfants, surtout les enfants en conflit avec la loi. Il y a par exemple, si un enfant a été auteur d'un cas de viol ou d'autres faits, cet enfant doit toujours être accompagné de ses parents pour assumer la responsabilité, pour que ses parents soient le civilement responsables, pour que ses parents répondent des actes de leurs enfants. Et maintenant, lorsque il n'y a pas ses parents, c'est peut-être l'assistant social qui pourra nous aider à être en contact ou à entrer en contact avec la famille de l'enfant. Maintenant, lorsque ce système-là n'est pas là, lorsque cet outil fait défaut, c'est un peu difficile d'accompagner les enfants. C'est qu'il faut encore des assistants pour que l'accompagnement des enfants soit effectif. Aussi, l'autre problème, comme nous l'avons souligné, c'est une seule chaîne qui intervient ou bien qui couvre nos émissions. Et pourtant, la seule chaîne peut-être ne saura pas répondre aux besoins de toute une communauté parce que c'est un grand territoire dans lequel nous vivons. Alors, il nous faudra peut-être d'autres radios pour que nous puissions couvrir vraiment les besoins de toute la communauté. Et aussi, l'autre difficulté, c'est en rapport avec la prise en charge juridique et judiciaire. Et lorsque nous avons, je disais que lorsque nous accompagnons les victimes, elles attendent toujours deux choses de nous. Les victimes attendent que les auteurs soient enfermés dans la prison, puissent être punis pendant autant d'années. Bien sûr, cela arrive. Nous avons beaucoup de condamnations pour lesquelles les auteurs sont en prison. Malheureusement, à terme de réparation, il n'y a pas de réparation. On se demande maintenant, bon, oui, l'auteur est là. Maintenant, qu'est-ce que la victime a gagné dans tout ça? Peut-être il fallait une indemnisation quelconque pour que la victime se sente aussi à l'aise dans ses droits. Voilà, cet homme-là qui aurait volé mon téléphone a déjà restitué le téléphone ou a payé l'équivalent du téléphone volé. Maintenant, lorsque seulement on s'arrête à emprisonner l'auteur, est-ce que le téléphone qui était un bien de la victime a été restitué? Est-ce que, ou bien le prix lui a été restitué? Ça fait toujours défaut. Dans le cas de viol, n'en parlons même pas. Il n'y a pas d'indemnisation. Les victimes ne reçoivent pas la réparation. Nous étions en train de penser que si nous pouvons mener un plaidoyer pour rappeler les autorités afin qu'un fonds d'indemnisation soit créé pour le bénéfice des victimes, ça pourrait être une bonne chose. Ça, vraiment, c'est une solution que nous sommes en train d'envisager, aller vers les autorités pour que l'on puisse avoir un fonds d'indemnisation. Et aussi, bon, vraiment, les problèmes sont énormes. Sont énormes. Et par rapport aux besoins, c'est que nous pouvons améliorer. Voilà, je vous ai parlé de notre antenne de Beni. Il y a des acteurs qui interviennent. Malheureusement, ils ne sont pas pris en charge dans les projets. Si on pouvait peut-être songer à eux pour qu'il puisse y avoir efficacité du travail lorsqu'ils interviennent, ça pouvait être une bonne chose. Et aussi, comme je vous ai dit, s'il y a le fonds là, le fonds d'indemnisation des victimes, donc il nous faut encore des moyens pour aller
participer à un plaidoyer, parce que ça ne peut pas être un plaidoyer, un petit plaidoyer, ça a toujours été au niveau même national. Il faut des déplacements pour aller voir les autorités qui sont... et aussi dans notre maison d'écoute, les besoins restent toujours les mêmes. Par rapport aux jouets, lorsque nous recevons des enfants, il faut des kits pour kits de jouets pour que ces enfants se retrouvent et disent bon voilà, j'ai été accueilli, j'ai été écouté. Ça sont des choses qui essaient de détraumatiser les enfants lorsqu'ils sont bien accueillis et lorsqu'ils reçoivent de tels cadeaux. Vraiment, c'est un peu ça. Et aussi, nous étions en train de songer aux espaces pour les animations des enfants. Si on peut avoir de tels espaces pour aller égayer les enfants qui ont été victimes et même les enfants ici du viol. Lorsque peut-être ils se retrouveront dans ces espaces, ils peuvent encore revivre leur vie et se retrouver, être encore resocialisés ou se retrouver encore dans la communauté, dans la société. Voilà au moins à quelque sorte ce que nous pouvons relever comme à améliorer. En tout cas, il y a beaucoup de défis et de problèmes, mais la partie la plus importante pour aller en avant, comme vous disiez, et vous avez vraiment montré hier avec la cérémonie d'Esther, c'est ça, c'est votre quotidien, votre travail. J'imagine que c'est très important de réussir à ces processus au-delà de l'accompagnement judiciaire, juridique, d'avoir ces processus judiciaires aux instances, puisque comme ça peut-être aussi enregistré au niveau national et en plus pour ces plaidoyers. Comme vous disiez, au niveau local, ces femmes parlent et disent voilà cette reconnaissance que vous disiez de femmes de FGDF et même c'est pareil, j'imagine le schéma au niveau national, s'il y a plus de cas qui sont reconnus, il y aura peut-être aussi ces indemnisations, plus de visualisation, plus de sensibilisation. Donc en tout cas merci pour vos mots et pour cet espace pour partager tout cela avec cette Mozongo. Et je vais bien l'utiliser. En tout cas, j'aurais besoin aussi d'une fiche de consultation. Non, celle-ci, d'autres, de consentement pour publier n'importe laquelle de ces vidéos ou photos. C'est-à-dire, je ne veux pas le faire. Ça, c'est information interne pour la Liga et pour les études de mon doctorat. Dans les cas où j'ai l'intention de le publier, je reviendrai vers vous, avec chacune et chacun d'entre vous pour vous demander l'autorisation avec une fiche de consentement. Après cette session de juridique, j'ai beaucoup appris. Donc, je vous remercie. Je ne sais pas si vous pouvez ou vous voudriez clôturer la séance. Pas seulement cet enregistrement, mais aussi cette séance d'enregistrement qu'on a fait avec plusieurs d'entre vous, travailleurs. Voilà. Oui, c'est à ce mot que je voudrais clôturer, comme vous le dites. En fait, nous, comme femmes juristes, nous remercions d'abord votre présence. C'est plusieurs fois qu'on est resté en contact par des mails, par des appels téléphoniques. Et aussi, bon, heureusement que nous avons eu à recevoir Joseph et Ruth. Et on avait aussi le goût de vous voir, comme c'était toujours indiqué dans nos différents mails et aussi par contact téléphonique et aussi par les différentes observations lors de nos rapports. Vraiment, ça a été un renforcement des capacités pour nous. Et même votre arrivée ici, c'est un renforcement des capacités. Avec notre ami de tout le jour, de tout le temps, vraiment, nous disons merci. Il a été disponible pour son appui. Et aussi, vous, par rapport aux questions qui sont posées, ça nous dit, donc nous devons toujours avoir quelque chose à tête parce que
par exemple, pour le terme là, je dis que judiciaire, bon, je disais qu'elle va seulement comprendre. Voilà que vous avez posé des questions pour mieux savoir. C'est qu'il faut toujours avoir quelque chose à partager avec le partenaire. Et aussi que nos propositions soient amenées vers les autres pour que nous puissions avoir une réponse par rapport à ça et que nous puissions continuer le partenariat parce que les femmes, les problèmes sont toujours là dans la communauté. Bien sûr que les ressources sont là. Nous avons des bureaux, nous avons un local de femmes juristes. Nous avons le personnel, le comptable, les autres acteurs sont toujours permanents. Mais nous voulons apporter plus aux femmes et des fois, il y a le moyen financier qui fait défaut. Alors, nous espérons qu'avec nos propositions ici, ça va encore motiver pour que nous puissions aller de l'avant pour la cause de la femme. Vraiment, nous voudrions voir un jour un monde sans violation à l'égard des femmes. Nous voudrions voir un monde sans les QG. Parce que je vous ai parlé de QG, les maisons là de tolérance. Que nos filles puissent aller à l'école. Que nos filles puissent être les femmes de demain. Que nos filles puissent être les mamans de demain pour essayer de lutter contre les différentes violations à l'égard des femmes. Que les femmes aussi puissent glorifier un jour. Et voilà, il y a les femmes juristes qui nous ont aidés à aller de l'avant. Oui, nous avons des occasions que nous avons toujours dans la communauté, mais nous ne savons pas comment les réaliser faute de moyens. Les ressources sont toujours là et vous êtes là encore avec nous. Voilà, nous voudrions que ça puisse aller de l'avant pour la cause de la femme. Accent, parce que nous, on est vraiment très reconnaissantes aussi de votre travail. Ça a été une chose bilatérale. Vous nous avez aussi soulagé et donné beaucoup d'énergie pour poursuivre, et notamment ici en voyant les personnes bénéficiaires et notamment aussi avec votre travail. Donc je vous remercie parce que ça a été vraiment une chose qui va beaucoup plus au-delà du boulot ou des études. C'est une chose de l'humanité. À la fin, comme vous disiez, c'est une lutte intergénérationnelle et qui se pose sur la dignité humaine de toutes les personnes. Donc, Paul et Paul, on continue dans ce chemin. Oui. Et merci encore pour votre travail. Je suis fascinée. Merci. Accent. Asante sana. Jambo. Bon, on va faire ici un petit rapport de fonctionnement du projet de maison d'écoute, notamment au sein de votre hôpital de FEPSI. On va faire une première partie avec le bon pratique, une deuxième partie avec les aspects qui ne marchent pas du tout, et une dernière partie avec les absences ou les choses dont vous avez besoin ici à l'hôpital de FEPSI ou la maison d'écoute. Alors, on peut déjà commencer avec ce premier axe de bonne pratique. Ok, merci. La première bonne pratique que nous avons par rapport à ces projets, c'est le fait qu'on travaille à consortium. Chacun utilise son aspect qu'il maîtrise bien pour accompagner les survivants de violences sexuelles. Et dans ce cadre de ces projets qui commencent maintenant, que nous sommes en train d'exécuter maintenant, vous avez pensé à la prise en charge médicale des survivants de violences sexuelles qui n'était pas prise en compte dans les projets passés. Donc si en salle d'écoute, il trouve que quelqu'un a un besoin urgent de la prise en charge médicale, cet appui-là a été pris en compte dans les projets dans lesquels vous avez considéré un certain nombre de survivants de violences sexuelles qui devaient bénéficier de la prise en charge médicale, surtout ceux qui ont eu des viols dans les 72 heures. C'est ce qui est reconnu dans les projets. C'est la bonne pratique aussi que nous avons ici. Donc la première, c'est le fait qu'on travaille ensemble, la consortium. Les juridiques font ce qu'ils font, les psychologues font ce qu'ils font et nous, les médicaux, nous faisons ce que nous pouvons faire. Et chacun maîtrise bien ce qu'il fait.
Voilà. Et la deuxième bonne pratique que je vous disais, vous avez prévu la prise en charge médicale comme vous l'avez dit. Bon, en fait, nous avons, c'est pas, Et une autre bonne pratique qui est là, c'est on a prévu aussi les frais de transport pour les victimes de violences sexuelles qui nous arrivent et qui viennent de loin. En tout cas, là, c'est une bonne pratique. Quand la victime veut rentrer, on a quelque chose qu'on doit payer pour ce transport d'aller-retour. Moi aussi, je vais ajouter quelque chose, c'est la collaboration dans la prise en charge holistique des victimes de violences sexuelles. Le projet nous a permis à ce que nous puissions collaborer directement avec la clinique FJDF et notre clinique qui est l'ADDF, qui est l'aspect psychosocial. Ce que nous faisons directement, le référencement du cas. Quand il y a une victime qui nous arrive, elle doit sillonner dans nos trois maisons pour sa prise en charge. D'accord, merci beaucoup, ça a été très éclairissant. Maintenant, voyons quelques aspects positifs à améliorer ou qui ne fonctionnent pas du tout. Voilà, ces aspects qui, à partir de cette expérience que vous avez, vous croyez à partir de cette pratique que ça pourrait se dérouler différemment. Voilà. Donc, en fait, ce que nous pouvons améliorer par rapport à ces projets que nous exécutons, dans les indicateurs, vous déterminez le nombre de personnes qu'on doit prendre à charge. Malheureusement, avec notre rigueur ici, il y a des moments où on a plein de malades par rapport à ce que les projets prévoient. Voilà. Par exemple, les projets prévoient, par exemple, pour prendre à charge 720 personnes au cours des 16 mois et la médicale prend à charge 180. Et dans ces 180, peut-être, il y a les mois où on a beaucoup de survivants de violences sexuelles et nous dépassons l'indicateur. Alors qu'il y a des choses qui sont prévues, qui sont standards, on ne veut pas déplacer normalement. Et il y a aussi des maladies qui ne sont pas liées au viol. On ne doit pas donner le kit PrEP aux survivants de violences sexuelles. Là, il nécessite d'autres médicaments génériques qui ne font pas partie des médicaments que les projets ont prévus. Voilà. Et on nous demande de dire qu'on utilise nos moyens. Bon, nos moyens, bon, bien sûr, vous venez appuyer, comme vous le dites souvent, mais on a toujours besoin, s'il y a moyen, s'il y aurait quelqu'un qui pourrait appuyer cet aspect des choses, qui ne concerne pas seulement les violences sexuelles, parce qu'il y a aussi des violences basées sur les genres. Nous pouvons recevoir une femme qu'on a bâtie, elle a une plaie, il faut qu'on suture cette plaie-là. Voilà. Les fils là de suture ne fait pas partie du kit PrEP. Voilà. Donc, bien sûr, c'est un appui, mais si nous pouvons trouver quelqu'un qui vient appuyer cet aspect aussi, ça sera mieux. Il y a les malades hospitalisés aussi. Il y a les petites filles qui viennent avec des grossesses, qui ont été violées, enceintes, avec des grossesses, qui nécessitent une longue hospitalisation parce qu'il a des menaces d'avortement, parce qu'il n'accepte pas la grossesse. Parce que c'est une grossesse issue du viol, peut-être qu'il a été agressé au niveau de la route Bougna, au niveau de la route, je ne sais pas, Goma, par un F de l'air, et elle s'est dit, une grossesse que je ne connais pas le père, de quelle nationalité, ça lui donne des problèmes. Puis la grossesse menace. Maintenant, le suivi de cette grossesse-là aussi, il faut que si on trouve un appui par rapport à ça, ça sera aussi important. C'est presque dans le même cadre que maman docteur venait de parler. Moi maintenant je vais parler de l'aspect scolarisation des enfants issus du viol. Parce que le projet ne prévoit pas tout ça. Parce que nous avons des enfants qui sont nés, mais qui ont besoin aussi d'être scolarisés. Même si actuellement on parle de la gratuité de l'enseignement, mais c'est au niveau primaire seulement. Il y a aussi l'aspect secondaire qui va aussi suivre, mais la scolarisation de ces enfants. En plus de la scolarisation, il y a aussi la prise en charge médicale de ces enfants. Ce sont des enfants qui tombent malades à tout temps, tout temps. Dans la plupart des cas, ce sont des enfants qui naissent prématurés avant le temps. Parce que ce n'est pas une grossesse qui a été acceptée. Voilà. C'est un enfant peut-être qui va nécessiter la couveuse pour qu'on corrige son terme. Il va faire longtemps ici, sa suivi, son alimentation, tout ça. Donc, ça demande vraiment une prise en charge qui soit holistique dans tous les aspects, surtout sur les plans gynécologiques et néonatologiques, ces enfants-là. D'accord. Ok, après tous ces aspects améliorés, pour finir, on pourra parler un petit peu des absences qui sont un peu reliées avec cet aspect-là. En fait, on vient de le dire, puisque ça se
rejoint. À partir de ces aspects négatifs, on voit des solutions. Voilà, quel est le manquance ou le manquance principal que vous trouvez qu'on pourrait résoudre à court terme et à long terme? Bon, en court terme, je pense dans les projets qui vont suivre, de penser à d'autres médicaments génériques qui ne font pas obligatoirement partie du kit PEP. Voilà. Donc, de penser à d'autres médicaments qui peuvent prendre en charge d'autres aspects des violences basées sur les genres. Une personne battue, une personne blessée, une personne comme ça. Donc, dans ce sens-là. Et de prévoir le suivi des enfants, le suivi médical des enfants issus de cette violence sexuelle. Parce que les mamans sont souvent vulnérables et ils nécessitent vraiment que l'hôpital continue à prendre en charge ces enfants. Et nous, en tant qu'FEPSI, avec nos petits moyens, on s'est dit on va chaque fois prendre à charge ces enfants pendant un certain moment, mais on se bute toujours à des difficultés sur les plats de médicaments, sur les plats, dans la plupart des cas, les gens qui viennent de trop loin, ils voyagent. Donc, l'alimentation, ainsi de suite. Et surtout aussi les médicaments des victimes de violences sexuelles quand elles viennent d'accoucher. Nous avons des petits moyens, on n'a pas le moyen de s'occuper des victimes de violences sexuelles après l'accouchement. Quand elle a accouché, catégoriquement, sa prise en charge est finie ici. Maintenant, on s'occupe de son enfant. Ce n'est pas aussi bien. Donc il faudrait une suivi de CBD. Suivi surtout de la maman aussi, de la victime et de son bébé. Oui. Puisque ces bébés-là, normalement, et même le maire, j'imagine qu'elles sont stigmatisées pour avoir des enfants de viol. Oui. Et même dans les écoles. Dans les quartiers, ainsi de suite. Est-ce que vous avez, c'est une dernière question qui est parue maintenant en vous entendant, est-ce que vous avez prévu, par exemple, un service psychologique ou psychiatrique pour ces enfants? Puisqu'j'imagine que dans la communauté, en soyant conscients qu'ils sont des enfants de viol qui n'étaient pas désirés, ils se grandissent voilà, et avec ces sentiments-là. Oui, voilà. C'est la salle, donc c'est notre salle d'écoute qui continue toujours à essayer de faire comprendre à la femme. Bon, nous nous rendons compte qu'après un certain moment, la femme finit par aimer son enfant, avec l'accompagnement de notre salle d'écoute. Il essaye de montrer à la maman l'importance, bon, ça c'est arrivé, et c'est une situation, donc ils ont leur technique pour faire comprendre aux femmes, et nous nous rendons compte qu'après un moment, la femme commence à aimer son bébé. Alors, je ne sais pas si c'est que les psychologues font par rapport à ça. C'est toujours la même chose. Nous essayons de conscientiser la personne pour l'amener à accepter la femme qui est née. Même si la femme n'a pas été désirée, mais on l'amène quand même à accepter que c'est un être qui est déjà là et qu'elle doit prendre la charge aussi, elle doit aimer. Alors, il y avait aussi des activités qu'ils organisaient à un moment pour essayer de détraumatiser ces enfants-là. Ils avaient des dessins artistiques, des jouets qui jouaient avec des enfants à un moment. Je pense que c'était une fois par semaine. Oui. Ils essayaient de remonter la morale des enfants en leur faisant voir qu'ils sont des enfants normaux, qui sont dans notre communauté. Nous devons les aimer, nous devons les accompagner. Voilà. D'accord. On essaie aussi de les accompagner à avoir les attestations de naissance au niveau des communes pour qu'elles aient quand même une identité. Voilà. Voilà, merci vraiment, Aksanté. Je ne sais pas si quelqu'un de vous veut ajouter quelque chose, quelques aspects au sentiment. Oui, je voulais répondre à ce que le docteur venait de dire. Je voulais répondre par rapport à ce que le médecin venait de dire. À l'optique où nous avons des activités où on essaie d'avoir les moments, d'essayer de détraumatiser les enfants, parce qu'exactement, là dans la communauté, ils sont toujours stigmatisés. Même si on essaie de l'appuyer, mais les enfants sont stigmatisés, même si sa maman peut l'accepter, il est stigmatisé. Mais avec des séances, des activités qu'on organisait, avec les G là, on essayait de les récupérer. Mais actuellement, nous avons maintenant des manques dans des activités, des objets là, nous avons des manques. Mais or, ce sont des activités qui donnaient des fruits auprès de ces enfants-là, on les récupérait facilement psychologiquement et les intégrer facilement
certains aspects traumatiques, ces stigmatisations, même là, de discrimination. D'accord. Ouais. Donc on voit toujours cette approche holistique dans tous les sens. Et, à mon avis, c'est l'une des choses que j'ai bien plus aimées, parce que sinon ça n'avance pas, donc il manque toujours quelques pattes. Et ce sont à la fin de vie et pas de numéro ou de papier. Donc merci. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre. Non, c'est fini. Voilà. Merci vraiment encore pour votre exemple, pour vos résistances quotidiennes. Merci. Je m'appelle Mumbere Kaitsu Pagerlas. Je suis assistant psychosocial dans la maison d'écoute FJDF Njiapanda. Et Njiapanda, c'est un territoire de Lubero, à 76 km à l'ouest de la ville de Butembo. Bon, on fait cet enregistrement pour voir un peu l'aperçu d'une façon résumée de toutes les bonnes pratiques, les points qui peuvent être améliorés et pour finir, les absences ou les besoins dont vous pensez que peuvent être renversés dans l'avenir. On va commencer pour cette première partie. Quels sont les points ou les bonnes pratiques que vous aimeriez signaler ici dans cet entretien? Oui, pour ce qui est des bonnes pratiques, nous avons d'abord été capacités pour la prise en charge holistique des victimes de violences basées sur le genre. Et nous pouvons aussi souligner la confiance que nous avons déjà, d'abord avec les victimes qui viennent nous consulter pour leurs différents problèmes et avec les autres intervenants dans la prise en charge avec lesquels nous travaillons, nous faisons des référencements et des contre-références. Et nous pouvons aussi parler de l'appui pour les différentes activités, l'appui financier. Et nous pouvons aussi ajouter la collaboration avec les autres partenaires pour soulager les victimes de violences basées sur le genre. D'accord, c'est parfait. Et par rapport au deuxième axe, cette deuxième partie qu'on venait de présenter, quel serait le pratique ou les points qui pourraient être améliorés à partir de votre expérience dans votre maison d'écoute de Njiapanda? Ce qui est à améliorer, c'est juste le renforcement des capacités pour la prise en charge des petits-enfants, les enfants qui ne savent pas s'exprimer. Nous, comme APES, nous avons du mal à nous conduire par rapport à leurs problèmes liés aux agressions dont ils sont victimes. Mais aussi, les autorités coutumières constituent un problème dans les violences basées sur le genre. Ils ne comprennent pas encore certaines choses, certaines situations, et c'est un problème où il nous faut intensifier les actions. Et nous avons aussi le problème des viols entre les mineurs. Donc, quand ce sont les mineurs entre eux, nous pensons que et la fille et les garçons méritent tous des actions parce que d'une part la fille est plus victime que les garçons, mais aussi il y a des problèmes qui peuvent pousser aux garçons mineurs de commettre ces actes-là. Et si on pouvait aussi voir comment envisager des actions dans cet angle, ça serait une amélioration selon notre analyse. Et c'est tout ce que nous pouvons relever comme axe à améliorer dans nos actions. Merci beaucoup, ça m'a vraiment donné un aperçu général et très synthétisé, merci. Ouais. Et pour finir, ces derniers axes qui sont les absences, les besoins ou bien manquances, cet aspect-là, c'est vraiment très relié avec celui-là qu'on vient de dire, puisque si on a ces problèmes, on cherche de ressources, soit humaines ou matérielles ou économiques.
Donc, est-ce que vous me pourriez dire, face à cette situation que vous venez de présenter, notamment de ces aspects améliorés, quels seraient les besoins directs dont vous aurez maintenant urgence, on dirait, que ce soit à court terme ou à long terme? Oui. D'abord, le renforcement des capacités tel que je l'ai souligné, c'est un besoin. Et nous aurions aussi besoin de différents jeux pour les enfants, les jeux et les jouets pour essayer de détraumatiser les enfants victimes d'agressions sexuelles et au besoin créer un espace ami d'enfants pour détraumatiser, pour essayer de réduire le stress dont sont victimes les enfants et une intensification dans la formation des autorités coutumières pour qu'ils comprennent qu'ils ont aussi un rôle à jouer dans la lutte contre les inégalités entre la femme et l'homme, mais aussi que l'on voie comment atteindre les opérateurs miniers pour les cas de viol, d'agression qui se commettent dans les sites miniers. D'accord. Bon, j'ai une petite doute par rapport à cet espace, à cet extrait des enfants dont vous parliez. Hier, je pense qu'on a parlé de déplacement. Quand vous faites ce redressement vers d'autres maisons d'écoute. Le référencement. Voilà, ce référencement. Oui. Vous avez aussi, hier, Femmes Juristes nous apporté ces problèmes-là, qu'il y avait des problèmes de déplacement pour les victimes ou en cas de témoin. Est-ce que vous aussi partagez cette sensation? Bon, pour les victimes qui viennent dans la maison d'écoute, j'ai parlé du problème, disons, je n'ai pas relevé le problème des routes. Chez nous, il n'y a presque pas de routes. Et les quelques routes qui sont là sont impraticables. Et ils parcourent de longues distances pour accéder à la maison d'écoute. Et c'est un problème, je pense qu'il est lié aux autorités politico-administratives. Mais aussi, ça ne serait pas mauvais si il y avait une solution dans ce sens. Ok. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour cette résumé. Ces résumés. Je ne sais pas si vous voulez apporter quelque chose d'autre au sentiment. C'est un sentiment de joie pour avoir présenté ces données relatives à la maison d'écoute d'Njiapanda, pour que ça ne soit pas une maison isolée, que ça soit, nous ne voulons pas aussi rester à marge. Et nous pensons qu'après analyse, vous allez tenir compte de certains éléments que vous allez juger de pertinents. Tout à fait. Tel que j'ai dit précédemment, je suis obsédée avec l'RDC. J'aime bien mon boulot. Ça faisait longtemps que j'attendais de travailler dans ces domaines-là. Et qui est en plus mon domaine académique aussi. C'est-à-dire, je ne peux pas différencier l'un de l'autre, puisque la fin, c'est ma vie personnelle. Et bien que ce soit des axes différents, c'est toute cette trajectoire et cette expérience de vie. Donc, merci beaucoup pour votre exemple. Notamment, comme je dis, votre collègue, le psychologue Kisereka, c'est vraiment un honneur aussi de voir des hommes involucrés dans ces projets-là et pour démontrer avec leur propre corps et expérience que les choses, et les hommes et la masculinité peuvent être complètement différentes par rapport à cette coutume, à cette partie de cette coutume qui est machiste, pas seulement ici, mais aussi dans la Catalogne et partout dans le monde, malheureusement. Donc on espère qu'avec ces actions-là, on réussit à changer vers la paix pour changer ces normalités. Merci aussi. Pour les études, je suis psychologue clinicien. Comme activité, j'ai déjà travaillé dans la prise en charge. J'ai travaillé dans le centre
psychiatrique au CEPIMA. Et actuellement, je suis en train de travailler à l'ADDF pour la prise en charge psychosociale des victimes de violences sexuelles et celles basées sur les genres. Par rapport aux activités de l'ADDF, je dirais que l'ADDF doit d'abord être reconnaissant à la Liga et à Catalane pour l'appui qu'il nous donne, qu'il nous offre pour l'accompagnement des survivantes de violences sexuelles et basées sur les genres. Parce que quand, selon la situation que nous traversons, et réellement selon même l'intitulé du projet, le projet qui est intitulé Maison d'écoute et rétablissement complet des femmes et enfants sur les genres dans le contexte critique que nous traversons, c'est vrai, ici au Nord Kivu et précisément à Butembo-Beni, nous traversons une situation chaotique où il y a nous avions traversé une période d'épidémie d'Ebola qui a vraiment ravagé beaucoup de gens, beaucoup de personnes ont perdu les leurs et actuellement nous vivons avec beaucoup d'enfants orphelins et nous avons aussi beaucoup de femmes qui sont veuves et des hommes veufs. Et cette situation vraiment s'était aggravée par rapport, c'était suite à la guerre que nous traversons à Beni, une guerre vraiment qui est occasionnée par les présumés ZADF, où la population innocente est massacrée sans aucune faute, la population, les biens de la population qui sont pillés, les véhicules, les maisons qui sont brûlés, et la population, parmi la population, il y a des personnes qui sont tuées, qui sont machetées comme des bêtes. Alors souvent quand il y a une maladie qui nous arrive comme l'épidémie de la maladie à virus Ebola, comme la pandémie aussi de coronavirus, souvent la population a tendance de comparer ces maladies comme aussi une façon aussi de nous éliminer parce qu'on souffre déjà. C'est pourquoi vous verrez aussi dans nos deux villes, il y a beaucoup de résistance par rapport à des maladies. Parce qu'on dit Ebola, et les gens parce que est-ce que ce n'est pas aussi une stratégie pour nous éliminer? Parce que vraiment la population est fatiguée et la population vit sous l'angoisse de panique et nous ne savons pas comment alors pleurer parce que tous les jours c'est toute la population qui est angoissée, qui est traumatisée et qui ne sait pas comment alors se débrouiller. Alors nous remercions vraiment Catalane pour cet appui. Malgré notre souffrance, nous comprenons que les Occidentaux aussi sont en train de se souvenir de nous. Vraiment, disons merci. Et nous allons aussi dire merci pour la visite que vous aviez effectuée. Réellement, c'est la 3e visite parce que nous avions bénéficié de la visite de Joseph avec Rita. Mais voici que nous sommes avec André et Judith, qu'ils sont venus pour aussi nous évaluer, nous visiter nos activités. Vraiment, c'était soulagement pour nous, les Congolais, et en particulier nous les psychologues, et nous qui sommes les premiers aussi victimes collatérales par rapport aux souffrances et par rapport aux récits que nous écoutons des victimes. Vraiment, c'est très stressant. Alors, votre présence vraiment nous a aussi soulagés. Ça a été un soin aussi psychologique pour nous. Je dirais même, c'était soulagement, je dirais que c'était une façon vraiment où nous trouvons aussi l'état de trouver les personnes aussi qui nous écoutent et qui cherchent à écouter aussi nos problèmes. Alors, par rapport au projet, c'est vrai, c'était un projet très intéressant qui s'occupe des victimes de violences sexuelles basées sur les genres et réellement qui répond aux besoins, aux vrais besoins de la communauté. Il y a beaucoup d'activités que nous avions réalisées. Nous avons réalisé d'abord la prise en charge psychosociale des cas de violences sexuelles et celles basées sur les genres. Il y avait les activités de suivi à domicile. Il y avait aussi les activités de suivi des comités locaux de protection. Nous avons aussi mené les activités de sensibilisation. Il y avait aussi les activités de thérapie de groupe et aussi de cérémonies d'Esther. Et il y a aussi les activités de la réinsertion socio-économique. Alors, ces différentes activités nous amènent à comprendre que c'est un projet qui mérite parce que qui respecte aussi le protocole national de notre pays, qui respecte la réponse qui est holistique, où nous avons la prise en charge psychosociale, médicale, juridique et judiciaire. Et ce projet réellement est exécuté par la tripartite.
Et nous avons l'ADDF qui s'occupe de la prise en charge psychologique. Pourquoi je dis psychologique? Parce que dans chaque maison d'écoute, nous avons les APS qui peuvent faire aussi la prise en charge psychosociale. Seulement, c'est à l'ADDF où on fait la prise en charge psychologique, où j'y reste comme psychologue clinicien. Et nous avons aussi la FJDF avec 2 maisons d'écoute. Et nous avons la FEPSI avec une seule maison d'écoute et l'ADDF avec une seule maison d'écoute. Mais les cas pertinents sont toujours référés vers nous au sein de l'ADDF. Les cas que nous avions accompagnés, qui ont été référés chez nous au sein de l'ADDF, nous avions d'abord identifié les cas qui nous ont été référés par les maisons d'écoute, c'est-à-dire les cas qui ont été compliqués et que les APS ont référé chez nous, nous psychologues, ils ont référé 119 cas, dont 35 femmes, 5 hommes, 75 filles et 6 garçons. Ces cas sont des survivants de violences sexuelles et basées sur les genres. En spécifiant, nous devons aussi montrer que la FEPSI a référé chez les psychologues 65 cas, la FJDF a référé 16 cas et l'ADDF a référé chez les psychologues 43 cas. De ces 119 cas, nous avons stabilisé 73 cas qui ont été stabilisés sur le plan émotionnel, mais aussi physique, parce que nous avons l'approche qui dit le psychisme, mais aussi influence sur les sommes. Il y a ce que nous appelons ce qui est psychique, ce qui est mental, ça provoque aussi la maladie qui est aussi somatique. Alors, quand cela aussi vient de provoquer cette maladie, les somas aussi, cette maladie aussi va influencer sur le mental de la personne. C'est pourquoi nous disons vraiment les cas qui ont été stabilisés sur tous les plans psychologiques, physiques, nous avons identifié 73 cas. Les cas qui sont encore sous-suivis sont au nombre de 39 cas qui ne sont pas encore stabilisés et 7 cas sont perdus de vie. C'est-à-dire ce sont des cas qui ne répondent plus au rendez-vous. Même si nous faisons des visites et des suivis à domicile, les cas ne sont pas rencontrés. Alors ces cas, nous les considérons comme des cas qui sont perdus de vie. Parmi les 119 cas, nous avons identifié 12 cas pertinents. C'est-à-dire ce sont des cas qui présentaient des signes purement psychiatriques. Alors, de ces 12 cas, parce que dans notre projet, il n'y a pas la rubrique pour la prise en charge psychiatrique, nous avions travaillé avec leurs familles. Et malheureusement, nous avions constaté avec amertume que la plupart des victimes de violences basées sur les genres sont ici des familles aussi vulnérables socio-économiquement. Alors que les centres psychiatriques ici à Butembo sont très chers. Alors les autres sont encore en souffrance, mais parmi les 12, il y a quand même 3 qui ont été référés au centre psychiatrique et leur évolution est promettante. Nous allons également aussi signaler que tous les cas de viol ont été référés pour la prise en charge médicale aussi de la FEPSI. Et les cas qui nécessitaient aussi la prise en charge juridique ont été aussi référés à la FJDF pour l'accompagnement juridique avec l'avocat. Nous avons aussi identifié de ces 119 cas, nous avons 88 cas de viol. De ces 88 cas de viol, nous avons 67 filles et 21 femmes. Nous avons 3 cas d'agression sexuelle. Parmi les cas d'agression sexuelle, nous avons 2 filles et une femme. Nous avons aussi identifié 17 cas d'agression psychologique, dont 5 filles, 6 femmes, 3 hommes et 3 garçons. Nous avons identifié également 10 cas d'agression physique, où nous avons une fille, 6 femmes, 2 garçons et un homme. Nous avons enfin identifié 3 cas de déni de ressources et d'opportunités et de services, là où nous avons une femme, un homme et un garçon. Nous avons réalisé, à part la prise en charge, nous avons réalisé 30 séances de sensibilisation.
dans ces 30 séances de sensibilisation, nous avons 492 femmes qui ont participé. Nous avons 292 filles et 295 hommes qui ont participé à ces séances de sensibilisation. Et les séances de sensibilisation portaient surtout sur les violences basées sur les genres, les violences sexuelles, sur la prévention contre la maladie à virus et Ebola et aussi contre la COVID-19. Nous avons aussi effectué, à part ces sensibilisations, il y avait aussi les débats populaires. On a aussi fait des débats populaires qui ont obtenu aussi à de bons résultats parce que pendant les débats populaires, quand même, la population a aussi les violences basées sur le genre et on a constaté que la population réellement commence à changer un peu de comportement. Parce que parmi les cas de violences basées sur le genre sexuel, il y a des cas qui ont été accompagnés par des hommes. Alors que bien avant, c'était toujours les femmes qui accompagnaient les cas. Mais actuellement, les hommes commencent aussi à s'investir dans la protection des cas de violences basées sur les genres, de violences sexuelles. Ça a été un peu positif pour nous. Nous avons aussi fait des focus group. Et pendant ces focus group, vraiment, nous avons récolté aussi les problèmes de la communauté. La communauté nous a présenté les problèmes et leurs besoins. Et réellement, nous avions sensibilisé selon les besoins de la communauté. Et à part ça, nous avions fait des thérapies de groupe. Les victimes, chaque mois, qui étaient identifiées chaque mois, toujours vers la fin du mois, et on faisait toujours la thérapie de groupe. Parce que dans la thérapie de groupe, il y avait souvent des victimes qui ne sont pas capables d'être stabilisées. Alors, grâce au groupe, vous verrez avec les activités du groupe, la victime aussi qui sera soulagée, qui sera stabilisée. Alors, dans la thérapie de groupe, on faisait la psychodrame et la sociodrame. Si on veut plus de détails, peut-être, sinon ça sera dans l'avenir, parce que je suis là pour seulement présenter un peu de synthèse. Nous avions fait aussi le suivi des comités. Là, c'était les parajuristes qui faisaient le suivi des comités locaux de protection. Ce sont des leaders qui se trouvent dans des communautés et qui sont aussi dans les CAC, cellules d'animation communautaires. Alors, vraiment, dans ces cellules, nous avions ADDF travail avec 5 comités locaux de protection. Et là, on a fait vraiment des suivis. Ils nous ont aussi référé des cas. Il y a des cas qui nous sont venus de ces comités locaux parce que ces comités aussi étaient en train de sensibiliser dans la communauté, étant donné qu'ils sont aussi leaders dans la communauté où ils restent. À part ça, je dirais que il y a dans les projets, on a déjà organisé une première cérémonie d'Esther. Ça, c'était la première cérémonie d'Esther. Réellement, grâce à la cérémonie d'Esther, c'est considéré comme une thérapie de sortie. Donc, on donne des orientations aux bénéficiaires. Quand ils partent, comment ils peuvent s'aider, ce que nous appelons le self-help. Mais aussi, on les resensibilise concernant aussi notre tripartite, en leur montrant les rôles de chaque maison d'écoute et comment ils peuvent orienter les cas selon les besoins que présentent les survivants. Alors, dans la prise à charge au sein de l'ADDF, les psychologues, nous psychologues, souvent nous traitons en suivant les approches. Alors, nous traitons selon l'approche. Nous avons 3 approches. Nous avons l'approche psychanalytique, dans laquelle la victime parvient à se décharger, à parler de son problème, et cela, ça provoque un catharsis. Donc, c'est une décharge mentale, et vous verrez que la victime, quand elle vient de parler plusieurs fois de son problème, elle commence à comprendre son problème. Alors, il y a plusieurs techniques qui sont liées à cette approche qui est psychanalytique. Et deuxième approche, nous avons aussi abordé l'approche qui est communautaire. C'est-à-dire la communauté elle-même est à mesure de trouver solution à leurs problèmes. Faire participer à la communauté à la prise de décision par rapport à la prise en charge des cas. Et nous avons trouvé que cette approche communauté protectrice aboutit à de bons résultats. Parce que quand la communauté s'investit dans la prise en charge de leurs cas,
c'est la même communauté qui va toujours aussi s'occuper d'accompagner la victime, et il y aura moins de stigmatisation de la victime parce que quand la communauté s'est déjà approprié les cas. Nous avons aussi utilisé l'approche systémique. L'approche systémique, on a constaté que souvent quand il y a une victime dans une famille, c'est aussi les familles qui seront touchées. Alors même si on peut soigner la victime, alors que les familiers sont à domicile en train de souffrir vraiment, on constate qu'on n'a rien fait. Parce que nous avons constaté même que parmi les victimes collatérales, il y a les victimes qui sont malades même plus que la survivante. Alors nous avions aussi accompagné leurs familles, mais aussi dans cette approche, il y a aussi les familiers qui sont encore les premiers à stigmatiser la victime. Alors on s'est approché vers ces gens-là pour leur donner des orientations comment ils peuvent vivre avec la victime sans stigmatisation. Et de ne pas chaque fois raconter le récit de la victime même aux autres membres de la famille qui ne sont pas informés. Parce que bien avant, une fois une personne était violentée, c'est toute la communauté qui était informée. Même il y avait des radios qui diffusaient qu'il y a tel cas qui a été violenté. Vraiment c'était grave. Mais alors actuellement avec cette approche, nous sommes en train de comprendre que la population commence à comprendre. À la fin, nous avions aussi utilisé l'approche cognitivo-comportementale. Dans cette approche où nous avons touché sur le psychisme de la personne, alors avec le psychisme de la personne, alors immédiatement le comportement aussi qui va changer. Comme une personne qui cherche à se pendre, avec cette approche, on peut faire le soutien psychologique ou l'entretien de soutien ou la désensibilisation mentale. Alors vous verrez que la personne commence à revenir à la raison et change ses comportements. Elle trouve que vraiment que c'est normal, elle comprend son problème, elle continue sa vie avec ça. Et surtout, nous avions visé que les bénéficiaires soient autonomes. Parce que souvent, il y a des bénéficiaires qui étaient toujours dépendants. Et n'importe quel problème, on revenait vers nous. Mais on les avait amenés toujours à être autonomes. Et surtout, avec l'appui de la Ligue. Nous avons réellement fait des formations en art culinaire pour les victimes qui n'avaient pas qui avaient des travaux, mais qui ne savaient pas comment alors se comporter dans leurs travaux. Nous avons aussi fait, on a appris les autres comment faire l'hygiène, les suivre, et c'est là, parce que c'est une activité qu'ils menaient, nous pensons qu'avec ce renforcement, nous savons que ces victimes seront bien autonomes. Mais à part cela, je ne peux pas terminer sans signaler les conséquences de ces violences basées sur les genres. Parce qu'avec les conséquences, nous allons signaler d'abord les 3 grandes conséquences que nous avons constatées de ces violences basées sur les genres. La première conséquence est que la violence engendre la violence. Donc une personne qui a été violée a beaucoup de chances aussi de violenter aussi une autre personne. Nous l'avons constaté, par exemple, une personne, un enfant qui a vécu dans les violences, par exemple, dans les dénis de ressources, ou dans l'agression physique, où le papa a l'habitude d'agresser sa femme. Quand le monsieur aussi se marie, il part avec ce même comportement, il commence aussi à agresser aussi sa femme. Alors nous avons trouvé que la violence, c'est vraiment engendre la violence. Nous avions un cas pertinent, c'est vrai, un cas qui était, on a fait l'ingression nocturne dans une famille. Alors on a demandé à la femme de la famille de coucher avec sa mère à la présence aussi des autres affaires, à la présence aussi de son père. Quand la femme a couché avec la maman, le matin, la femme n'avait plus la vie de rester avec sa mère. La femme immédiatement est partie dans les groupes armés pour chercher à se venger contre ces militaires. Et nous comprenons que quand la femme sera là, c'est la population qui sera aussi victime, et réellement c'est nos biens qui seront pillés. Pourquoi? La femme part là, suite à quoi? Suite à la violence. Alors la violence est réellement engendre la violence. Alors nous ne comprenons pas comment nous allons nous comporter parce que nous sommes en train de traverser beaucoup de violences au sein de notre ville de Butembo et ville de Beni. Alors vraiment l'avenir, nous ne savons pas comment les enfants vont se comporter. Et bien sûr, actuellement à Butembo, à Beni, les jeux des enfants, ce sont les jeux de combat. Vous verrez toujours sont en train de jouer avec des armes, des bateaux comme armes. Ça signifie quel sera l'avenir de ces enfants. C'est-à-dire vraiment, nous avons une grande tâche. Et vous aussi, vous les Occidentaux,
vous qui nous écoutez à ce moment, vous avez aussi la tâche aussi de nous appuyer pour essayer de maîtriser ces affaires, pour la psychoéducation aussi de ces affaires. Mais également, nous avions constaté que la violence diminue le système immunitaire. Souvent, nos bénéficiaires, quand ils sont violentés, elles commencent aussi à être sensibles à n'importe quelle maladie. Une maladie qui arrive toujours tombe malade. Alors, nous essayons aussi de renforcer ce système immunitaire par d'autres techniques pour essayer de les aider à s'épargner d'autres maladies. Mais aussi, une chose aussi qui est grave, ces violences basées sur les genres ont un impact négatif sur le système nerveux. Le taux de malades mentaux a augmenté au sein de notre ville suite aux situations que nous traversons. Suite aux violences basées sur les genres, il y a des cas de viol qui sont en train de présenter la maladie mentale. Comme je ne viens que de présenter qu'il y a 12 cas qui ont présenté vraiment des signes psychiatriques et qui nécessitent la prise en charge psychiatrique. Alors qu'ils sont ici des familles vraiment vulnérables. Alors vraiment c'est une souffrance pour nous. Et nous savons bien sûr, scientifiquement, les neurones ne se multiplient pas. Alors que les agressions aussi contribuent à la diminution de ces neurones. Alors, quand les neurones viennent de diminuer, automatiquement au présent de la maladie mentale. Et nous aussi, nous psychologues, nous sommes là seulement pour stabiliser. C'est-à-dire, on ne peut pas guérir. Si on guérissait la maladie mentale, on devrait chaque fois, peut-être donner à des personnes des neurones, alors que ces neurones n'ont pas de marché. C'est pourquoi, un exemple qui est concret, un débile restera toujours débile. Parce qu'il a carence des neurones. Alors qu'il y a diminution et on commence à présenter une telle maladie, toujours les séquelles ne peuvent pas manquer chez la personne qui a été malgré la stabilisation. C'est pourquoi c'est une grande souffrance ici à l'Est, mais aussi nous nécessitons beaucoup d'appui pour que nous puissions vraiment aider la population qui est vraiment si en souffrance. Alors, je vais aussi... je vais finir en citant peut-être les facteurs qui ont vraiment si influencé les violences basées sur les genres, ce que nous avons constaté pendant cette période de projet. Il y a les facteurs qui ont influencé les violences basées sur les genres. Nous citons d'abord la guerre à l'Est et les conflits armés, et surtout que la femme est considérée comme un butin de guerre. Car, merci bien, la femme est considérée comme un butin de guerre, et ce sont, en période de guerre, ce sont les femmes qui sont si violentées, et les hommes sont maltraités, les personnes sont tuées, et cela vraiment nous amène vraiment à beaucoup de violences basées sur les genres, parce que la femme, l'homme, quand on ne trouve plus à manger, il y a déjà des querelles de famille, et la pauvreté s'accentue dans la famille. Les enfants cherchent à se défendre, et là, ils se donnent aussi à la prostitution. Les autres sont dans des QG. Vraiment, on ne saura plus comment alors éduquer notre population suite à la guerre. Vraiment, que les personnes de bonne volonté, même notre gouvernement, les autorités politico-administratives, qu'ils aient pitié de notre population pour essayer vraiment de pacifier notre contrée. Mais vraiment, la population est en souffrance. Nous avons aussi, le deuxième facteur, c'est la déconsidération de la femme. La femme dans notre coutume est très déconsidérée, n'a pas de valeur. Ça, c'était notre facteur. Nous avons aussi un autre facteur. Nous avons comme la pauvreté des parents. Ici, vraiment, nous vivons la pauvreté. C'est un facteur aussi. Nous avons, à part ça, nous avons les croyances religieuses, avec les religieux aussi qui sont en train vraiment de contribuer aux violences basées sur les genres. Quand on sensibilise la femme, par exemple, qu'il faut vraiment se taire devant certaines violences faites par les hommes. Il faut supporter les violences faites par les hommes. Et quand l'homme vient de commettre une violence, la violence de l'homme n'est pas considérée. C'est la violence de la femme qui sera considérée. Et il y a des religions, je ne peux pas citer les noms, où on dit une femme ne peut pas poser une question à l'église. La femme doit poser la question à son mari à la maison. Et la femme ne se met pas dans la même chambre que l'homme. L'homme est autorité, la femme doit rester dans sa propre chambre, et l'homme, même pendant la prière,
Et il y a les femmes qui ne participent pas aux enterrements, même si c'est votre mari, la femme ne peut pas aller à l'enterrement. Ce sont les hommes qui seront à l'enterrement. Et il y a ces mêmes églises qui disent que quand la fille vient de commencer à présenter les règles, à ce moment, elle peut se marier. Là, c'est accentuer le mariage forcé dans la communauté. À l'âge de 13 ans, au lieu de commencer avec les règles, on dit qu'on peut alors se marier. Alors qu'on dit que notre loi congolaise dit que la personne doit se marier à l'âge de 18 ans. Et à la fin, nous avons aussi les croyances coutumières avec notre coutume, où on considère seulement les enfants garçons. Même si un homme a 10 enfants, où nous avons 6 filles et 4 garçons, vous verrez un homme en train de dire que j'ai seulement 4 enfants. À compter seulement les enfants garçons. Et à cas de l'héritage, il donne seulement l'héritage. Il donne l'héritage aux enfants garçons, si ce sont des chats, en délaissant les enfants filles. Et les enfants filles, sous l'ignorance, ils ne savaient pas aussi comment réclamer leurs droits. Mais avec les projets, quand même, on a déjà constaté beaucoup de cas qui ont commencé à venir vers nous pour réclamer leurs droits. Mais bien avant, ce n'était pas le cas. Et nous pensons qu'avec les appuis que vous êtes en train de nous fournir et les activités de sensibilisation, de focus group que nous sommes en train de mener, nous pensons que ça sera quand même, on va améliorer et que la population va essayer de quitter dans cette mentalité rétrograde. Vraiment, je vous remercie. Et voilà, je vous remercie encore. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose en 30 secondes. Okay. Quelques sentiments, si vous êtes à l'aise ou pas, quelles émotions sont les vôtres? Ok, merci bien. Bon, ce que je peux ajouter, j'ai une grande joie de votre visite qui nous a soulagés vraiment. Et je suis vraiment très heureux de cet entretien qui m'aide aussi à me décharger. Parce que vraiment, nous tous, nous sommes déjà traumatisés. Nous sommes vraiment frappés par le conflit, par les souffrances, différentes souffrances. Vraiment, je suis très heureux de cet entretien qui est l'occasion pour moi aussi à me décharger.